Bonjour et bienvenue à cette journée de rencontre. Non, ça ne marche pas. Si, vous, ça marche, pardon. Donc, bienvenue donc à cette journée d'échange et de rencontre donc autour de la question du corps en jeu dans les créations chorégraphiques in situ. Cette journée va commencer par un temps d'échange autour de vos expériences et de vos pratiques avec donc des artistes invités que je vous présenterai. Et ensuite, nous aurons une proposition donc de pratique pour mettre en pratique ce que nous allons aborder pendant cette matinée d'échange. Donc cette discussion intervient dans le cadre de l'événement Via les ailleurs, organisé par Via Danse, Centre chorégraphique national Bourgogne-Franche-Comté à Belfort. Via les ailleurs est un événement qui fait partie de la saison Culture Africa 2000. La discussion est retransmise en direct sur la plateforme Citerne Live dans le cadre du festival Bipod 2021 et de son événement Architecture d'un corps en ruine qui rassemble des organisations culturelles de 8 pays différents d'Europe et de la Méditerranée. Donc nous saluons également toutes les personnes qui sont en train de nous regarder actuellement. Donc moi je me présente pour commencer, je suis Frédéric Seguet, je vais donc être le modérateur de cet échange. Je suis le directeur du dancing CDCN, Centre de développement chorégraphique national Dijon, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et nous avons donc trois invités, 3 artistes, interprètes et chorégraphes que je vous présente. Anne Le Bâtard. Bonjour. Bonjour Anne. Lassina Koné. Bonjour Lassina. Bonjour. Et Mohamed Fouad. Bonjour. Avant de partager vos expériences et vos pratiques, je vais très rapidement donner quelques informations sur vos parcours. Et puis on y reviendra évidemment au cours de la discussion. Donc on va commencer par Anne. Tu es la plus éloignée, mais nous avons été aussi très proches. Anne, donc toi tu as commencé la danse, comme beaucoup de personnes, en prenant des cours et en étant interprète avec différents chorégraphes. Et puis en 1994, tu vas créer un collectif qui s'appelle Ex Nihilo. Oui. Voilà, pardon. Et tu vas, à partir de ce projet de développer des actions dans l'espace public, tu vas développer ce travail in situ à travers le monde. Ta bio est assez impressionnante, on y reviendra. Et tu enseignes également, tu pratiques, tu transmets du répertoire de la compagnie un peu partout dans le monde également. Donc beaucoup d'expériences à partager. Lassina, toi tu es originaire du Mali. Tu as développé, créé une formation qui s'appelle Le corps au XXIe siècle. Et puis tu as aussi développé des résidences de danse dans les marchés de Bamako. Tu nous en parleras évidemment. Expérience évidemment très forte, on peut imaginer. Et Mohamed Fouad, donc toi tu es égyptien. Tu as commencé la danse en Égypte, au Caire, et puis tu as travaillé avec de nombreux chorégraphes en tant qu'interprète. Et puis depuis quelques années, tu développes aussi des projets au Caire avec un collectif, Cal 40, dont tu nous parleras également. Voilà une présentation très succincte de ces artistes. Nous allons maintenant échanger autour de ces expériences riches. Donc là, je vais vous poser quelques questions. Anne, donc en effet un parcours assez académique, on va dire, avec des cours de danse, pas tant que ça peut-être. Enfin en tout cas, dans des studios de danse, avec des créations dans des théâtres, des tournées internationales. Et donc en 1994, donc, tu crées ce collectif qui va développer des projets dans l'espace public. Collectif qui rassemble des artistes qui vont des arts visuels à la musique, au circassien. Voilà. Oui. Et en 97, tu vas vraiment axer le projet sur la danse dans l'espace public. Oui.
Donc ma première question, évidemment, c'est qu'est-ce qui a déclenché ce passage d'un confort, on va dire, de la création dans des lieux comme les théâtres à la complexité de l'espace public? La complexité de l'espace. La complexité de l'espace public, c'était pas la motivation première, et c'est ce qu'on découvre en fait en cheminant là-dedans. Mais pour nous, la première envie, en fait, c'était de partir à la rencontre, en fait, de sortir de ces studios de danse dans lesquels on passait beaucoup de temps et d'être en prise directe avec la réalité, avec le quotidien, avec aussi le regard d'autres publics, en fait. Et ça, c'était un désir qui intuitivement nous a amenés à travailler, en fait, à se mettre dehors et à voir ce qui se passait, en fait. Et effectivement, cheminant là-dedans, la complexité de l'espace public nous est apparue, mais en fait, 27 ans après, ça nous a ouvert un champ de travail, c'est-à-dire à la fois artistiquement, comment envisager les lieux, poser la danse, la revendiquer aussi dans l'espace public et après, par extension, dans les sites spécifiques ou dans les espaces naturels. Et puis c'est aussi une plongée, puisqu'on en a parlé juste avant, une plongée dans l'altérité, en fait. Et on a rencontré, dans chaque pays en plus, on a toujours rencontré les gens qui habitent dans la rue ou qui travaillent dans la rue. Donc chaque rencontre avec un autre pays, c'est une rencontre avec des gens qui ont les parcours qu'ils ont, qui ne connaissent pas forcément, qui ne vont pas forcément dans les théâtres voir de la danse, ni du théâtre. Et ça, c'est humainement, ça nourrit. Donc il y a comme ça une alternance entre comment toi tu te déplaces personnellement dans ta perception de l'autre, et c'est remis en jeu dans le travail artistique. Et du coup l'extérieur, elle donne aussi à travailler sur d'autres formes, en fait, des formes spectaculaires. Du coup, la question du public, elle est permanente, bizarrement, par rapport à nos expériences, je dirais, plus traditionnelles de danser au théâtre, en fait. Est-ce que ce passage a été définitif? Est-ce que vous avez des projets qui reviennent au théâtre, ou est-ce que c'est vraiment une exclusivité quand on a goûté à l'espace public? Parce qu'il peut y avoir aussi un intérêt à ramener des projets qui ont traversé des expériences, comment les partager avec d'autres publics. En tout cas, l'expérience de l'extérieur a été assez définitive dans le projet d'Ex Nihilo, parce que c'est notre lieu de travail, c'est notre lieu d'inspiration. Donc, même si certains projets ont été présentés à l'intérieur, les intérieurs, c'est de toute façon un intérieur réenvisagé. Même une salle de théâtre, même un théâtre, la première fois qu'on est revenu à l'intérieur, on l'a pas du tout, on l'a complètement mis à l'envers, en fait. Donc le définitif, c'est surtout d'envisager, en fait, le lieu comme la principale partenaire de notre travail, et cette relation triangulaire, en fait. Le lieu dans lequel on va investir, le regard particulier qu'on veut avoir avec le public. Ce qui fait que même si on est revenu à l'intérieur, on a très rarement, en fait, réabordé le plateau. C'est une écriture différente oui, enfin, en tout cas, pour ce qui concerne le travail d'Ex Nihilo et le nôtre, il y a un endroit définitif dans l'approche, en fait, de la construction de spectacles. Et est-ce que Marseille a été aussi un déclencheur? Parce que c'est vrai qu'après, ton projet va s'ouvrir à la Méditerranée, et puis plus largement après, tu vas aller jusqu'en Corée, en Amérique latine. Mais est-ce que le contexte même, l'origine du projet en étant à Marseille, a contribué à une extension du projet sur un territoire, un large territoire? Oui. Marseille, je pense que ça a permis, ça nous a donné la liberté, en fait. C'est-à-dire que c'est une ville, c'est ma ville natale, hein, donc je la connais bien.
C'est une ville qui a tout un tas de travers, notamment ce qu'on peut lui reprocher dans une absence d'urbanité et puis de civilité. C'est très chaotique, mais ça ouvre un champ de possibles énorme en fait. Et je pense que dans le projet d'Ex Nihilo, on a pu travailler immédiatement à l'extérieur sans se poser la question d'autorisation, de réglementation, de savoir si c'était possible ou pas. Et ça me semble assez déterminant parce que le fait de se mettre dehors toute une journée, de changer d'espace si tant est qu'on puisse déranger quelque part, n'a jamais été une contrainte en fait. Ça a au contraire ouvert le champ. Après, il y a l'appel au voyage, mais pour moi, quand on y a réfléchi a posteriori, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un rapport au jeu avec les règles, en tout cas au jeu du contournement et à la possibilité de se dire, et encore maintenant, malgré Covid, on peut encore assez facilement travailler à l'extérieur à Marseille, dans un rapport de négociation, bien sûr, sans se préoccuper en fait de ces contraintes en fait. Alors je vais faire un lien entre Marseille et le Caire. Donc toi tu es originaire du Caire. Tu as commencé à travailler au Caire, à suivre des formations. Puis après tu es parti. Tu as été étudié, tu as dansé avec des compagnies à travers le monde, des festivals prestigieux. Et puis tu as aussi développé des projets au Caire dans l'espace public. Donc là, il y a aussi cette dimension politique, évidemment, éminemment politique en Égypte, d'oser un geste chorégraphique, des gestes chorégraphiques dans l'espace public. Est-ce que c'était une question d'occuper l'espace public, puisqu'à ce moment où tu vas développer des projets, la société égyptienne est en plein bouleversement. Quels étaient les enjeux d'être artiste chorégraphique au Caire à ce moment-là? Eh bien, d'abord, je viens d'Alexandrie. Pardon. Et ensuite, j'ai déménagé, je suis allé au Caire pour danser parce que il y avait plus de possibilités là. C'était plus l'endroit où ça se passe. Mais quand j'ai commencé à travailler dans des espaces publics, c'était en 2011. C'était à Alexandrie, pendant un festival qui s'appelait In Similar Rocks. Et donc, un festival sur lieu non dédié, c'était ma première expérience. On m'a demandé de créer une performance et c'était en espace semi-public, disons. Et à ce moment-là, c'était en 2011, c'était juste après la Révolution. Donc, d'une certaine manière, c'était quelque chose d'important. Nous mettions en question beaucoup de choses, et en particulier l'art, le rôle de l'art dans un événement tel que celui-là. La Révolution. Et en fait, être dans un espace public, à faire des actions, disons, non habituelles, que ce soit danser ou autre, ça n'avait jamais été fait auparavant. C'était complètement nouveau. Donc la Révolution, c'était des gens qui se sont emparés de l'espace public. Il y a quelque chose en arabe qu'on appelle « ça ne te regarde pas ce que je fais », on dit « je suis dans la rue de l'État ». Donc ils pensaient toujours que la rue ne leur appartenait pas, mais appartenait à l'État. Et donc, pour moi, j'ai noté aussi, quand on va en Égypte, quand on va dans la maison d'une famille, à l'intérieur de la maison, c'est super propre. Pour eux, c'est très important que ce soit propre. Mais les ordures, ils les jettent par la fenêtre.
Donc, donc cette attitude, je vois, elle est bizarre un peu, hein, mais d'une certaine manière, on peut voir que voilà, on jette les ordures dans la rue parce que la rue ne vous appartient pas. Et après la Révolution, ça a changé parce que les gens ont pris la rue, se sont emparés de la rue. Et moi, en tant qu'artiste, être en espace public et danser dans l'espace public, c'est une affirmation. Le corps est, selon la société, le corps est un tabou. Et faire une action en espace public, c'est quelque chose un peu pas tout à fait acceptable. Donc pour moi, c'était un défi de le faire. Et ça m'a très excité de le faire. Et j'ai participé à toutes les éditions de 2011 à 2018. J'ai développé aussi, je me suis développé à l'intérieur pour comprendre ce que veut dire l'espace public et à travers mon expérience de danse en général, on n'a pas d'académie de danse, il n'y a pas d'encadrement général, on apprenait par nous-mêmes, on travaillait nous-mêmes, essayer de trouver un workshop quelque part et ensuite répéter. Donc c'est un développement personnel, un processus de développement personnel. Alors on apprend en faisant. Donc la même chose pour moi en participant à ce festival en tant que chorégraphe et en tant que danseur, je me suis développé dans la compréhension de ce que voulait dire le fait de travailler dans l'espace public parce que pour moi, quand on est dans un espace public, c'est pas comme danser dans un théâtre. Pour moi, c'est accueillir. Quand on est dans un théâtre, on accueille le public dans un espace bien préparé. On a tout préparé, on a préparé les lumières, le son, les chaises sont propres, tout est préparé pour le public. Mais quand on sort, quand on va dans la rue, vous êtes l'invité, le visiteur, vous êtes dans un espace public, vous interagissez avec le public. Vous interagissez avec toute l'architecture et tout le mouvement autour de vous. D'être You're invité. talking about being Je ne suis pas sûr que tu sois attendu dans l'espace public. Autant un public est attendu dans un théâtre, autant un artiste n'est pas attendu. Mais en effet, il est considéré comme étranger dans cet espace public, quelque part. Et tout le travail, c'est justement de créer une relation, une acceptation, un partage de cet espace, quand tu parles d'être invité, j'imagine. Oui, en fait, concernant les arts, les performances, c'est l'art du moment. Même si on est dans un théâtre et tout est préparé, et tout est bien, on travaille une centaine d'années à répéter. À la fin, il y a le moment, comme cette heure. On ne sait pas ce qui va se passer pendant cette heure. Donc, c'est un moment à la fin des fins. Et dans un espace public, c'est vraiment le moment parce qu'on fait partie d'un tout, de toute l'ambiance, de toute la sonorité. Il y a une musique, il y a du mouvement. Donc, on fait partie de cela. On est partie intégrante de ça. Donc, on est... Vous apportez l'art dans l'espace public, vous invitez les gens, mais il faut comprendre aussi que vous êtes invités par eux aussi. Vous savez, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Donc, d'une certaine manière, pour moi, c'est en quelque sorte, c'est une sorte d'invitation. On les invite à voir de l'art et vous allez les voir et en même temps, ils vous accueillent à ce moment spontané de votre vie. Pour moi, c'est la rencontre entre le moment et l'appel de l'art de performance et l'art lui-même devient un comportement inhabituel. Justement, dont tu parles,
ce moment, il peut être soudain, avec tous les risques que cela peut prendre, mais il peut être aussi anticipé. Et je vais parler maintenant avec la SINA, parce que justement, tu as, toi, développé dans ton projet des résidences dans des marchés à Bamako. Tout ce temps de préparation, de rencontres, est au cœur de ton projet. Les résidences, c'est aussi permettre aux artistes de tisser des liens avec les usagers des lieux dans lesquels tu développes tes projets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences ? Ouais, le festival, le programme, c'est le festival Filani Kele Bamako. Fila, c'est 2, et Kele, c'est 1 en langue bambara. C'est le festival de Dio Solo à Bamako qu'on a décidé de le faire dans les marchés de Bamako. Donc déjà à la base, il y a l'excitation, bien sûr, de travailler dans l'espace public et tout ce qu'on n'arrive pas à trouver dans les salles, qu'on peut s'approprier dans l'espace public, qui est hyper intéressant. Et après, il y a d'autres problèmes politiques chez nous, qui est l'accès à la culture. Les espaces conventionnés, il y en a qui est l'Institut français de Bamako, il y en a qui est l'Institut français de Bamako, où les artistes peuvent prester, où la population peut venir voir le travail de l'artiste dans la salle. Et le Mali, c'est un pays, on peut dire, pauvre, et il n'y a pas forcément d'économie autour de la culture. Donc l'idée déjà de venir avec la danse dans les marchés, c'est de 1, à chaque endroit que je me trouve, où je discute avec les danseurs sur leur histoire et comment ils sont venus dans la danse et la complication dans la famille, c'est la même histoire qui sort, qui est, mon travail n'est pas reconnu comme un métier, et chaque fois on me dit la danse, ce n'est pas un métier. Donc, à partir de là, je me suis posé la question aussi, c'est à quel moment je vois le travail de l'autre que c'est un travail. Et en général, l'artiste crée dans les salles. Donc, c'est créé en dehors de la vue de la population. Donc, l'idée, c'était de démystifier la création, permettre à la population de participer au processus de la création jusqu'à la fin. Non seulement c'est eux qui vont faire leur avis si le travail du danseur c'est un travail, et après c'est préparer les politiciens de demain. Parce que je me dis, d'ici 15-20 ans ou 30 ans, ces enfants qui sont là tous les jours au marché ou dans les espaces publics à voir le travail, le processus de création de l'artiste jusqu'à la fin, et ils ont une idée de c'est quoi la chose. Ils sont informés, ils sont éduqués avec la chose, et à partir de ce moment, quand ils vont se retrouver au pouvoir, c'est des personnes qui peuvent financer la culture. Parce qu'aujourd'hui, par exemple au Mali, il n'y a pas de fonds pour la culture. Donc, pour moi, c'est parce que ces dirigeants qui sont au pouvoir, ils ne le connaissent pas. Et on ne peut jamais acheter quelque chose dont on n'a pas connaissance. Il y a cet aspect, et il y a l'aspect de permettre à la population d'accéder à la création contemporaine. Et le danseur, en tant qu'artiste dans la société, qu'est-ce que je peux questionner dans ma société? Et mon travail artistique, ça doit être pour qui? Et je dois développer quoi dans ma société? Et c'est à partir de tous ces questionnements qu'on a décidé de mettre le festival Filani Kele dans le marché, et le marché qui reste quand même le centre, pour moi, le centre de la vie. Quel qu'en soit où tu es obligé de passer par le marché. Et c'est le seul endroit où tu peux faire ce que tu veux, tu peux te comporter comme tu veux, tu peux jouer le rôle que tu veux dans le marché. Et chez nous, personne, on va te regarder un moment et personne n'a de jugement sur toi forcément. C'est l'endroit le plus important pour moi dans la société pour des rencontres. Ce qui est assez impressionnant quand on vous écoute, c'est que, en effet, les préoccupations, malgré nos distances et nos cultures, elles sont les mêmes, c'est-à-dire la problématique des lieux, souvent, c'est-à-dire qu'on va dans l'espace public parce que les lieux manquent, la visibilité de la création et de l'artiste, et en effet, en étant présent dans l'espace public, c'est aussi rendre visible la création et la place de l'artiste. La question de la place de l'artiste est très importante. Chaque contexte, évidemment, est différent. Vous avez des expériences différentes les uns des autres. Mais ces problématiques sont finalement, à travers le monde, les mêmes. Et justement, quand vous traversez justement
le monde, quand vous portez vos expériences dans d'autres espaces, quand vous partagez vos expériences avec d'autres artistes, qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Parce que on parlait hier avec Anne, ça fait une vingtaine d'années, trentaine d'années que tu développes des projets dans l'espace public, et à chaque fois c'est une nouvelle aventure, à chaque fois c'est un nouveau chantier. Il y a bien sûr un savoir-faire, des outils, mais à chaque fois, chaque contexte nécessite un nouvel imaginaire, un nouvel enjeu. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de la question de la création chorégraphique dans l'espace public, par exemple? Qu'est-ce qu'on transmet? Bon, forcément, je dirais là après 27 ans, donc pas encore 30, c'est une attention en fait, une attention à l'extérieur, c'est un décentrage de la danse aussi, et de se dire que, un peu à la différence du studio, et là Lassina tu disais quelque chose auquel c'est vrai que cet endroit de désacraliser aussi l'acte artistique, en fait, à l'extérieur, moi j'insiste beaucoup, il y a toujours une part de ton cerveau qui est consacrée à cet environnement, à l'autre, aux usagers, à tout ce qui n'appartient pas à ce que toi tu vas proposer, et à la fois d'être entièrement dans la danse. Et comment finalement, tu as une histoire de dedans-dehors, d'intériorité et d'exposition. Et ça, finalement, c'est quelque chose sur laquelle maintenant j'insiste beaucoup, parce que comme tu dis, on a des expériences partagées. Dans tous les cas, si j'arrive à aller sur les marchés de Bamako, je prendrai le même temps, enfin, en tout cas, je prendrai le temps nécessaire pour que moi, je me sente rentrer dans cet espace et commencer à être en interaction avec. Et par contre, c'est vrai que cette chose d'être complètement dans l'acte de danser, dans les années 80, on était très, très, très dansé, sacré, il fallait 3 heures pour se préparer. Là, c'est pas ça, c'est dans ce que disait Fouad, c'est dans l'instant. Mais dans l'instant, je suis tout à fait danseur, je donne le maximum. Et dans ce même instant, je te regarde et je parle, en fait. Nous, il y a quelque chose qu'on a intuitivement mis en place très vite, c'est que, en fait, on parle, on s'arrête de danser et on parle si on sent qu'il y a un point d'interrogation en face de nous ou quelqu'un qui peut être dérangé. Il y a cette chose-là qui, je dirais, sur laquelle maintenant j'insiste beaucoup, en fait. Tu parles de danseur. Mm-hmm. Mais tu es danseuse. Oui. La place de la femme dans l'espace public, de la femme, de la danseuse, de la chorégraphe. Donc suite à notre conversation d'hier, non mais je repensais en fait à ce que je te disais hier, et ça aussi, le fait de sortir. Dans les studios, on est danseur, on n'a pas de sexe en fait. On s'aborde comme des corps, il y a une certaine abstraction en tout cas. Enfin, on n'a pas de sexe. Oui, le franchissement à l'extérieur, le sens du corps, il est immédiat. C'est-à-dire, je suis dehors, je suis une femme, je suis un homme. Je suis un homme allongé, une femme allongée. Enfin, il y a ce... Et finalement, quand je te parlais d'une sorte de censure que je pouvais avoir, en tout cas, en fait, c'est plus le fait de considérer immédiatement que dehors, je ne serai qu'une femme. Je peux me masquer pour le regard des autres, donc je dois faire avec, affirmer cette présence-là. Mais effectivement, dans ce rapport de considération de où est-ce que je suis, alors il y a... En traversant des différentes cultures et différents pays, forcément, la première fois qu'on a traversé la Méditerranée, qu'on est allé danser à Marrakech, ce rapport au regard des hommes était énorme, puisque la rue était quand même principalement masculine. Donc après, c'est trouver cette juste place, c'est à la fois revendiquer la présence féminine, mais ce que je te disais hier,
pousser des barrières, mais qui restent dans un rapport d'acceptation. Et acceptation jusqu'à un grand respect d'un corps qui peut raconter la danse, qui peut montrer des images qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent faire référence culturellement à des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Dans la danse d'Ex Nihilo, on va beaucoup au sol, on aime bien le rapport aussi dans les duos, d'un rapport de confrontation. Mais que tout ça puisse en fait dire et raconter ce qu'on a envie de raconter, choquer certainement, mais pas, en tout cas en tentant de ne pas avoir un rejet fatal qui ne serait pas intéressant en fait. Mais voilà, c'est un peu comme ça, on a cheminé, un peu précisé. Justement, revenons à notre échange hier. Lassina, tu racontais une autre expérience que tu as eue toi avec des danseuses dans le marché de Bamako. Tu souris. Alors, c'est important parce que, bien sûr, là, on a l'expérience de Anne, et c'est vrai qu'hier, tu parlais de censure, juste pour revenir peut-être à l'explication, d'être toi-même consciente justement de ce que pourrait provoquer déjà la présence et de jouer, de mesurer la présence et l'identité, on va dire, d'une femme dans cet espace-là. Dans ce que tu nous as raconté, Lassina, c'est vrai qu'il y avait des réactions qui ont aussi travaillé, c'est-à-dire qui ont joué avec tout ton projet pour qu'à la fin, les réactions sont devenues au contraire des adhésions et même une collaboration avec le projet. Tu peux nous en parler? Ben oui, durant le festival Filanikele, il y a deux filles qui étaient en duo ça valait beaucoup dans le marché sous un pont. Et comme je te disais hier, le monsieur, la première chose que le monsieur il a dit à ses filles, c'est « Qu'est-ce que vous faites au lieu d'aller vous marier ?» Et c'était vraiment il les a engueulés, vraiment fort, parce que c'est un vieux. Et moi, comme je disais en ce moment, c'est que c'est parce que ces deux filles, et si c'était une fille et puis un garçon, ça allait changer un peu. Mais ces deux filles qui dansent avec, sous le tutorat d'un Sénégalais en plus, et il a mentionné ça, et puis vous faites quoi avec ce Sénégalais ici? Tu vois, il y a eu toutes ces histoires. Donc, le premier jour, deuxième jour, les filles n'étaient pas bien. Parce que, vu le regard du monsieur et de toutes ces personnes qui voient des filles en train de danser avec un monsieur et ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais là au lieu d'aller te marier? C'est pas ici ta place c'est d'aller se marier et rester à la maison et tout. » Et donc, au fur et à mesure du temps, le Sénégalais, qui est Ardoka, le chorégraphe, il est passé voir le monsieur il vendait des chapeaux. Donc il a acheté le chapeau avec le monsieur, il a posé la question, c'est quoi votre nom? Et c'est un Fofana, il dit je suis Fofana, et après ils sont partis. Et 3 jours après, il est caché dans son coin, dans son trou, il prenait le temps de le regarder tout doucement, de voir ce qui se passe, l'évolution de la chose. Au bout d'1 semaine, il s'est approché, avec les filles se sont approchées de lui, et dans la discussion, il les a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous venez faire ça, danser, ici, au lieu d'aller vous marier? Et donc, la petite lui a expliqué son histoire. Voilà, je suis la fille d'une chanteuse, mon père est musicien, il s'appelle Chaka Doumbouya. Et ça trouvait que le monsieur, il a eu Chaka dans son enfance. Il connaissait Chaka et il connaissait sa maman bien avant même qu'elle soit née. Donc, à partir de là, il y a eu une connexion. Et à fur et à mesure du temps, les filles avaient des ballets. Ardo, il voulait, comme lui, ça lui a bien inspiré à son arrivée à Bamako. Le matin, à 6h du matin, les femmes qui prennent le balai pour balayer la rue au bord du goudron. Donc lui, il a eu tout de suite envie de faire un travail avec le balai. Donc le monsieur, il les a fabriqué le balai. Et après, le titre du spectacle, c'était « Les enfants obstinés ». Donc là où il travaillait, il y a une espèce de côte où les enfants montent pour se glisser et descendre en bas. Et c'est ce vieux qui est par fini devenu leur scénographe. C'est lui qui les a expliqué comment couper le boudon et comment se mettre dedans et comment le tenir pour se glisser. Et voilà, à partir de ce moment,
La question que je me suis posée, c'est quoi l'étranger au fait? L'autre, c'est qui? Le rapport avec l'autre. À quel moment j'accepte l'autre dans mon espace? C'est le temps. Le temps que je prends avec l'autre, le temps que je prends à rencontrer l'autre, à partager le même espace avec l'autre, c'est ce temps qui change tout en fin de compte. C'est l'habitude. C'est notre habitude qui est notre tradition. Et c'est cette habitude qui, moi, je trouve qui est hyper important et hyper intéressant, le temps de poser les choses tout doucement. Un autre problème, c'est dans chaque lieu que vous avez traversé, c'est toutes les contraintes qui sont des obstacles, mais aussi des moteurs pour des projets. Contraintes liées à des règles sécuritaires, législatives. Voilà. On peut penser que danser dans l'espace public, c'est facile, parce que marcher dans l'espace public, tout le monde le fait, donc danser, voilà, c'est très facile. Or non, il y a beaucoup plus de contraintes dans un espace public que dans un théâtre. Et voilà, il y a plein de démarches qui peuvent aussi être un obstacle pour la création. La Sinat, il nous parlait aussi de justement des relations que tu dois tisser sur le terrain avec les usagers des lieux. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à plutôt travailler avec les institutions pour obtenir des autorisations. L'autorisation d'être dans l'espace public et de danser fait partie des exercices que l'on doit traverser. Là aussi, la question du temps long, c'est-à-dire de petit à petit amener la présence des danseurs et le regard des spectateurs et des usagers du lieu, et aussi l'autorisation même d'être et de travailler dans ces lieux. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques éléments là-dessus? Ouais, c'est différent au fait, l'autorisation chez moi à Bamako, et il y a l'autorisation bien sûr que tu dois avoir le maire parce que tu es dans la commune, mais après en fin de compte, l'espace, c'est pas le maire qui décide en fin de compte. Il est le premier responsable de la commune, mais il y a toujours quelqu'un dans le secteur qui est le responsable, qu'il faut passer forcément par cette personne. Et à partir de ce moment, quand tu rates cette personne et que tu pars en haut, et ça peut ne pas marcher pour toi, parce que la personne serait vexée, parce que c'est moi, j'ai l'habitude qu'on vienne me voir, et c'est moi qui dis au maire. Après, le maire, il appelle pour lui demander, est-ce que tu connais telle personne? Non, je ne le connais pas parce que tu n'es pas passé par cette personne. Oui, c'est ce que tu nous disais en fait. Il faut tomber sur la bonne personne, ouais, parce que sinon tu peux rater ton projet, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant au fur et à mesure du temps aussi, c'est que en fin de compte, ce que j'ai remarqué qui est hyper intéressant, si la population, tu les impliques depuis au début du processus, ça prend du temps. Parce qu'il faut voir telle personne qui te dit, il faut voir aussi ce chef de famille, il faut voir tel chef de famille. Et que c'est eux qui s'approprient maintenant le projet. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce processus de démarche qui prend le temps. Mais comment tu invites toutes ces personnes, en fin de compte, qui s'approprient le projet artistique dans l'espace et que ça devient leur chose. C'est toi qui amènes l'idée de travailler dans leur espace, les montrer, les faire découvrir quelque chose. Mais la démarche, en fin de compte, cette démarche permet qu'ils s'approprient eux-mêmes le projet et qu'ils sont plus impliqués en ça à 100%. Et ils peuvent, en général, il y a les invitations, bien sûr, pour inviter les gens à venir voir un peu le travail que tu fais et autres. Mais après, au fur et à mesure du temps, c'est eux qui vont inviter leurs amis et les gens du coin pour venir voir le travail artistique qui se passe dans leur secteur. En effet, la question du temps long est vraiment primordiale, et on bataille pour que justement les institutions tiennent compte de ça. C'est vrai que c'est un combat qu'il faut mener. Hier, dans nos échanges, on disait également, tu disais Anne, que la danse, les gestes chorégraphiques ont justement
toutes les potentialités pour se déployer dans l'espace public, que ce serait peut-être l'art le plus proche, adapté à ces problématiques-là, probablement lié à la question aussi du langage, peut-être aussi d'une certaine disponibilité physique à jouer de tous les terrains et de tous les événements qui peuvent se passer, parce que c'est vrai que l'espace public, comme le disait Fouad, c'est aussi un ensemble d'événements que l'on ne maîtrise pas, contrairement au théâtre, où tout est maîtrisé, du moins c'est le projet, c'est la maîtrise. L'espace public, on ne maîtrise pas, la météo, un accident, un groupe, la police qui intervient, c'est ce que vous racontiez dernièrement. La danse, en effet, elle peut aussi jouer de l'espace, sans avoir peut-être à amplifier des voix, puisque pas de texte, ou du moins jouer autrement. Toutes ces qualités-là sont propres à la danse. Peut-être que, je ne sais pas, vous pourriez en parler un peu plus de votre expérience par rapport à ça. Même si toi, Fouad, tu as commencé par le théâtre, en fait, au départ. Non, oui, j'ai commencé au théâtre. J'ai fait un peu de théâtre, oui. Mais je ne me considérais pas comme un acteur parce que je faisais du théâtre physique, mais en fait, c'était plus de la danse dès le début. J'ai commencé par le théâtre parce que je ne pouvais pas étudier la danse, ce n'était pas possible, donc j'ai commencé avec le théâtre. Et pendant mes études de théâtre, j'ai rencontré la danse contemporaine pour la première fois, je ne connaissais pas, hein, et je me suis dit, ok, c'est ça mon job. J'ai utilisé, disons, des savoir-faire de théâtre dans la danse, en essayant de ne pas être théâtral non plus. Parce que ça ne marchait pas comme ça, parce que je pouvais utiliser des savoir-faire de théâtre, parce que ça aide beaucoup. La danse, mais aussi toutes sortes de pratiques, on va dire, physiques. La marche, évidemment. La marche fait partie aussi des axes des gestes chorégraphiques situés. Lassina, tu as aussi pratiqué beaucoup la marche dans tes performances, dans les espaces publics. C'est aussi quelque chose qui est présent dans le quotidien des gens, évidemment. La marche, la manifestation, aussi l'expérience même des lieux. Marcher dans un lieu, c'est aussi expérimenter un lieu et inviter un public à marcher avec un groupe de danseurs, c'est aussi l'accompagner sur cette expérimentation. Parlez-nous un peu de ces expériences, peut-être, que vous avez, toi, Lassina, ou peut-être Anne, eu de ces genres de projets qui amènent un public. Parce qu'on peut penser beaucoup à des propositions qui vont poser, planter une performance dans l'espace et un public qui serait périphérique ou même qui se déplace sans s'arrêter parce que ça ne l'intéresse pas. Mais il y a aussi des projets qui vont emporter des gens, qui vont les amener ailleurs ou qui vont leur proposer des interprétations des lieux dans lesquels ils vivent. Est-ce que vous avez des expériences là-dessus ? Plein, j'imagine. Oui, en travaillant à l'extérieur, nous on a fait des formes en fait. On parlait de cette histoire de forme au départ, mais c'est aussi parmi sortir à l'extérieur, c'est éliminer la scène. Donc, tu vois là, on a un superbe horizon. Donc, tu as toute la question du paysage, du regard que effectivement les spectateurs peuvent porter grâce à la ponctuation de décors sur un environnement. Mais le fait et on en parlait aussi peut-être pour l'atelier cet après-midi, c'est de vraiment considérer qu'en étant à l'extérieur, tu as cette attention et tu joues de tous les éléments. Alors c'est la marche, c'est vraiment le corps du danseur dans le flux. Je parlais de liberté, mais c'est la mobilité extrême, la danse. C'est un peu l'avantage aussi, c'est-à-dire que
si un espace se tend par la présence combinée de notre action et les spectateurs, le déplacement, dans la mesure où tu as une réadaptation permanente, il y a une vraie possibilité de parcourir et raconter, poser des regards sur un espace que la danse révèle. Moi j'avoue que on parlait de transmission tout à l'heure, parmi les choses que je trouve super belles et qui apparaissent, c'est qu'à un moment, ce qui est super, c'est que le danseur, il devient le prétexte à voir l'environnement autrement, à transformer, tu parlais des marchés, dans le rapport de voisinage et de cette fragile présence qui va dans une durée, dans un respect, dans la rencontre, dans tout ça, finalement modifier pour un temps un espace et en plus l'imprimer dans la mémoire, parce qu'en général, cette durée et cette rencontre fait que déjà toi comme danseur, je pense au quartier de Belzunce à Marseille où on a fait nos premières immersions, puisque ça s'appelle comme ça maintenant. On est resté 6 mois dans ce quartier. Je ne rentre plus jamais dans ce quartier sans me rappeler le moment où tout a bougé par simplement quatre de nos présences qui est tous les jours danser 2 heures dans le flux. Et c'est vrai que en fait, l'absence de scène et le fait de le refuser aussi c'est-à-dire de refuser d'une certaine manière que le public t'encercle pour finalement déterminer une scène, mais que tu l'invites à prendre un pas de côté ou une sorte de distance et de dire c'est moi que tu regardes, moi je suis un danseur, mais il y a tout ça derrière qui interagit et c'est une petite un rapport aussi à l'humilité de notre place sans aller dans le céleste, mais dans le paysage, l'humilité des corps en fait et leur fragilité ont une puissance énorme en fait. Et moi, c'est ce que je trouve super intéressant et qui fait qu'on est toujours dans notre... Enfin, on continue l'histoire parce que quand il se passe du fragile un énorme mouvement puissant, c'est fort en fait, c'est irremplaçable comme expérience. Je rebondis sur évidemment le mot que tu viens d'utiliser, paysage. Évidemment, l'in situ, la danse située, la question du paysage, de l'environnement, du milieu, de la trace aussi, c'est ce que tu disais, un paysage est constitué de strates, de différentes strates, et dont une qui est en effet les mémoires que ce lieu, qui habite ce lieu. Donc en effet, quand on voit une performance, quand on a traversé une performance dans un espace, il vibre encore de ces présences fantômes. Et c'est aussi la question de la réappropriation, c'est ce que disait aussi Sina, c'est comment en effet des actes, des gestes chorégraphiques vont aussi inviter les publics, les usagers, à oser peut-être investir autrement aussi les espaces, se les réapproprier. Cette dimension-là est aussi importante, je pense, la place de la danse, mais aussi la place de chaque individu dans cet espace que l'on dit collectif, mais qui est plutôt vidé d'action collective que de passage d'un lieu à l'autre, quoi. Après, c'est vrai que tu as un rapport... ça, on en a parlé aussi, mais parfois un espace délaissé, juste parce que l'architecture, elle ne l'a pas super bien pensé, ou parce que, comme tu dis Fouad, je repense à Zegad Emanhour, qui était un bas d'immeuble où effectivement les poubelles arrivaient par le haut. À un moment, de voir des danseurs au travail dans ces espaces-là, ou des artistes, je dis danseurs parce que c'est notre cas, c'est vrai que ça amène aussi... ça, c'est une histoire très jolie, qui est assez régulière, c'est que tu revalorises aux yeux des habitants, des voisins, vraiment des proches, en fait, leur espace. Et j'ai cette expérience, mais on en a tous, dans un bas d'immeuble à Alexandrie où on est allé 3 années de suite. La première année où on a choisi cet espace qui était passant, mais un petit peu en dehors de la ville,
il était assez crade en fait, délaissé, un peu abandonné. C'était exactement ce que dit Fouad, c'est le bas d'immeuble et tout le monde s'en fout. Et l'année suivante, en fait, quand on est arrivé, il y avait des arbres qui étaient plantés dans ce qui a été ce qui était déjà un espace pour arbres, mais il n'y avait rien. Les poubelles avaient disparu. Et finalement, au fil des projets que le festival Nassim Al-Raqs faisait dans ce bas d'immeuble, en tout cas, les habitants l'ont reconsidéré, en fait. L'ont réinvesti et ont repris, à leurs yeux, en fait, il a repris de la valeur. Et c'est pas une mission en soi, mais en fait, c'est toujours super intéressant de voir comment on peut avoir cette capacité dans une ville, d'un coin de rue ou d'une partie de ville qui est abandonnée, en fait, abandonnée au regard, que ça valorise, ça redonne une valeur, ouais. Et je pense qu'on a tous des expériences comme ça et qui restent en fait, hein, parce que, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Alexandrie, mais je pense que ça doit être, parce qu'il se passe une histoire humaine en fait, c'est que le prétexte de l'art en fait rebondit sur le quotidien en fait. Alors justement, ça va être le moment de réappropriation et d'échange avec le public pour poursuivre bien sûr ces expériences, ce partage d'expériences. Donc je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions ou avoir des retours sur ce que vous venez d'entendre. Vos questions sont les bienvenues. Moi, j'avais en vous écoutant, je pensais à cette représentation permanente dans laquelle vous êtes quand vous investissez l'espace public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on connaît dans un studio, on répète ce que tu disais, Fouad, le public arrive dans un lieu à telle heure, etc. À partir du moment où vous entrez dans un espace, vous êtes en représentation. Et comment, puisqu'il y a des passants, puisqu'il y a peut-être des gens aux fenêtres, donc comment cette écriture de l'imprévisible permanent, vous le gérez? Quelles sont les stratégies donc, entre non pas les répétitions, mais l'adaptation, la préparation, et le moment où il y a la représentation? Et ça m'intrigue beaucoup, de comment se gère, alors si tu es là une semaine, si tu es là un jour, si tu es là au petit matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde, comment vous organisez le travail pour qu'à un moment, et aussi en tant qu'interprète, danseur, musicien, que sais-je, vous êtes dans la représentation? Après, ça dépend des formes, en fait. C'est-à-dire que je vais prendre un spectacle qu'on a fait qui s'appelle Trajet de vie, Trajet de ville, qui était 2 heures, 4 danseurs dans le flux de la ville, où on avait complètement intégré dans la performance le fait qu'il fallait absolument que les gens passent, que la ville ne s'arrête pas. Et tout l'enjeu pour nous, c'était de faire en sorte que le public convoqué ne vienne pas perturber cette interaction. Auquel cas, là, c'est facile. En fait, ce qui est facile, c'est qu'il faut que tu fuis, entre guillemets, les spectateurs qui vont t'entourer pour les renvoyer à l'interaction avec la ville. Et la deuxième partie, c'était une pièce de 10 danseurs qui était visible à 360, où effectivement, forcément, quand le public arrive, il n'y a plus d'interaction avec la ville. Mais du coup, ça fait 2 spectacles, en fait. C'est celui où les spectateurs vont entourer, et là, on revient sur une scène. Et il y a toute la préparation. Sur Trajet de ville, moi, j'ai toujours adoré le moment où on faisait des filages, où là, malgré la musique forte, sur une place passante, on avait cette magie fantastique que des gens traversaient notre espace de jeu, sans parfois même remarquer qu'ils étaient en plein milieu d'un filage, ce qui m'a toujours beaucoup surpris. Et là, après,
c'est pareil, c'est comme on a répété constamment dans cette situation-là, puisque chaque jour on répète sur une place et des gens passaient, il y a cette espèce d'acuité et d'attention qui s'opère pour que tu y fasses attention. Et c'est cette histoire dans la transmission et c'est comment être dans la permanente attention qu'il peut y avoir quelque chose, une personne qui passe, et sans forcément l'utiliser ou l'instrumentaliser. Moi, j'ai horreur de ça, là, instrumentaliser un passant dans le spectacle, mais juste le considérer, se sécuriser comme danseur et comme piéton. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a des... En fait, les moments sont différents, en fait. Le moment du spectacle dans le festival, pour moi, l'interaction avec la ville, c'est une autre interaction avec la ville, en fait. Et après, il y a tout ce moment de travail, de répétition, où là c'est cette attention à, en fait, et ce fait aussi de considérer qu'on est en volume. Dites, à vous. Je vous passe la parole. Le travail que nous on fait généralement aujourd'hui au Mali, c'est plus des résidences dans les espaces. Par exemple, le festival, c'était 3 semaines de résidence dans le marché, où les artistes venaient répéter constamment tous les jours pendant 3 semaines. Et encore, tout récemment, on a fait le résultat d'un appel à candidature qu'on avait lancé pour les jeunes danseurs chorégraphes d'Afrique. Et là, c'est 2 mois de résidence dans le village de Bankoumana. C'est le village où, aujourd'hui, notre structure Dansifolo est siégée. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on essaye plus ou moins d'avancer, ce n'est pas juste chez nous de venir danser ou s'exprimer dans l'espace, mais c'est comment travailler tous les jours dans l'espace. Et aussi, avec le défaut des espaces de présentation comme les espaces conventionnels au Mali, et tout ce travail qu'on fait des résidences dans l'espace public et tout, c'est à la recherche d'un modèle. Quel modèle ou quel espace on peut créer pour la danse contemporaine en Afrique ? En prenant le Mali comme un laboratoire d'essai à partir de ces résidences de création dans les espaces. Donc, après les 2 mois de résidence ou les 3 semaines de résidence, c'est là-bas que les spectacles se font. Mais par contre, durant le festival, on a fait l'erreur de quelque chose. Dans un marché, on a invité le public à venir voir le spectacle dans un marché. Donc, c'était envahi. Il y avait trop de monde. Donc, par fini, c'est devenu dérangeant. Et la prochaine édition, ça sera aussi 2 mois de résidence dans les marchés, mais cette fois-ci, ça ne serait pas des invitations de venir voir le spectacle. Déjà, tous les jours, les gens voient le spectacle, tous les jours, le processus de création jusqu'à la fin. Ça serait plus de demander de faire en avance, au moins 1 semaine avant la fin. C'est 1 semaine de présentation, donc les gens peuvent venir voir toujours les spectacles. Sinon, après, ça devient un problème. Parce que l'idée, c'est de ne pas gêner l'espace, de ne pas gêner les gens, les travailleurs de l'espace. Donc, si tu deviens un problème pour les travailleurs de l'espace, c'est chaud. Donc, voilà. What? Do you want to say something? Yeah. Oui, en fait, pour le fait de travailler dans des espaces publics, en fait, toute la question, c'est la capacité naturelle de s'adapter, qu'on peut s'adapter. Tout le monde peut le faire, je crois. Donc, en tant qu'artiste, en tant que danseur, quand on va dans un espace public, c'est en fait adapter son corps à l'environnement et tout l'environnement autour de soi. Tout est positif d'une certaine manière. Même si vous n'êtes pas préparé, vous savez qu'il y aura beaucoup de surprises, que tout est spontané. Donc, d'une certaine manière, on travaille beaucoup. Pour moi, c'est une question d'être ouvert, d'être à l'écoute, plus que d'écrire et de créer et venir avec quelque chose, savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, quelle est l'affirmation que l'on veut donner. À la fin, il faut rester ouvert et flexible, souple. Et c'est la capacité à s'adapter à la fin des fins, adapter son corps à l'espace
et à l'environnement. Je vais également rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'en effet, il y a la dimension parfois exceptionnelle d'un festival qui va rassembler énormément de monde et où l'artiste restera à distance aussi de la société quelque part. Et puis les projets, comme tu dis, qui vont être dans le quotidien et qui vont créer un autre espace de relation. Et en effet, avec la question aussi de l'adaptation, c'est-à-dire comment la proposition va intégrer les complexités et les usages du lieu pour que justement, enfin non pas harmoniser, mais qu'il y ait quand même non pas une chose qui va créer événement parce que exceptionnel, mais au contraire, trouver sa place dans ce quotidien-là et bouger les choses progressivement plutôt que... Mais les deux sont intéressants aussi, c'est-à-dire que c'est pas l'un contre l'autre, c'est deux approches très différentes et des démarches aussi très différentes. Ouais. Oui, ou des moments. C'est vrai que la rencontre officielle du public dans le cadre d'un festival, oui, c'est autre chose en fait. Donc, c'est un autre moment qui a sa valeur, mais tu vois, c'est pareil, débarquer sans répétition, même dans le cadre d'un festival, débarquer dans un espace où on n'a même jamais travaillé, joué et partir, c'est aussi juste la relation avec les habitants et les usagers. En fait, il y a même dans la nécessité, nous on le demande souvent, disons depuis le début des projets, dans la fiche technique, c'est premièrement du temps de répétition sur le lieu indispensable, mais c'est pas seulement pour le répéter pour les danseurs, ça c'est nécessaire, mais il y a ce moment où effectivement on va rencontrer, même si c'est plus bref, les habitants qui sont là et savoir que monsieur, je ne sais pas, ou madame, sort toujours sa voiture et que finalement ça on l'a pas vu. Mais on n'a pas vu que cette voiture-là, elle va sortir pendant le spectacle. Donc on peut aussi, du coup, réajuster. Mais du coup, ce temps préalable, même s'il est court, il est souvent fort utile pour juste cette rencontre-là, en fait, cette considération, ce que disait Fouad, oui, qu'on peut creuser, mais sur le fait d'être invité et d'inviter. De toute façon, on est forcément chez quelqu'un dans la rue, parce qu'il y a forcément des gens qui s'approprient leur bas d'immeuble, cette place, parce qu'ils y vont tous les jours. Elle est un peu plus à eux qu'à nous, donc il faut... il y a cet ajustement-là. Mais c'est vrai que la question de la rencontre avec le cadre du festival, en fait, qui demande parfois d'être tout concentré dans un centre-ville, parfois tu aurais envie de voir de vraiment... Enfin, moi, c'est les rêves... mais c'est d'avoir, voilà ce que tu disais, et là, c'est le spectacle permanent pendant 3 jours dans une ville où ça apparaît, ça disparaît. En ce moment, c'est inenvisageable, mais oui, de pousser ces contraintes-là, ça serait une étape de plus, je trouve. En tout cas, ce serait intéressante. D'autres questions ? J'aimerais savoir un peu l'utilisation de la musique dans les répétitions, enfin musique, pas de musique, dans les répétitions ou qu'est-ce qui se passe ? La musique, c'est de notre expérience, c'est-à-dire dès qu'il y a le musicien, il y a la perturbation, il y a les problèmes de voisinage. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ce que je te disais hier, je pense qu'un danseur on peut danser même dans des interdits. Le fragile corps du danseur peut, à mon avis, être dans une permanence. La musique, tout le monde n'aime pas la même musique, et c'est immédiatement, ça crée un volume aussi, un espace sonore qui est beaucoup plus présent pour les usagers habitants. Et là, on parle de nuisance, malheureusement. On ne parle pas de nuisance des corps dans la ville, mais on parle de nuisance sonore. Donc, oui. Enfin,
aux grandes dames de nos musiciens live, mais on essaye de réduire leur temps de répétition, amplifier. Juste pour ça, ça peut très bien se passer, mais c'est vrai que souvent c'est un peu moins bien. Alors justement, il y a aussi des projets qui répondent à ces problématiques-là avec des audios, des casques, des choses comme ça. Est-ce que vous avez, vous, développé ce genre de projet? Et quelles sont les limites ou les intérêts, les avantages de ce dispositif? Nous, on n'a jamais utilisé ça. Moi, comme spectateur, je les ai traversés parfois. Alors, j'adore les silent disco, parce que ça, je trouve que c'est... Qu'est-ce que c'est? Les silent disco, c'est plutôt à la fin du festival qui a son espace central au milieu de la ville, et tu as une disco en fait avec des casques. Du coup, tu as 3 DJ, c'est à fond, tous les gens au centre peuvent faire la fête toute la nuit. Ça n'a aucune nuisance sur le voisinage, ça c'est top. Et il y a des interactions assez rigolotes. Après, moi, je trouve que dans le rapport audio, bon, il y a plein de trucs qui sont super intéressants, mais il y a une distance qui se crée. Moi, j'ai assez mal vécu parfois des projets que j'ai pu traverser dans des quartiers dits défavorisés, ou en tout cas dans des quartiers qui sont beaucoup plus des endroits d'habitation et d'intimité, et puis débarquer comme ça, isolé. Moi, comme spectateur, je l'ai pas, j'ai pas toujours trop adoré. Mais Et Fouad, tu as déjà développé ou traversé des expériences comme ça de projets avec des casques? Oui, j'ai fait quelque chose comme ça dans mon dernier solo, mais ça fait partie de la performance. C'est une partie de la performance. C'était une performance one-to-one. C'était un show privé pour un des membres de l'auditoire, du public. Mais pour la musique, dans l'espace public, pour moi, l'espace public, il y a déjà une musique en fait. Quand j'ajoute quelque chose à l'environnement, il faut que j'envisage l'ensemble des sons de l'environnement, parce que c'est déjà une musique. Personnellement, quand je fais quelque chose, je préfère avoir une musique minimale, sans beaucoup de micros, de haut-parleurs, simplement un instrument comme un violon par exemple, si j'ajoute quelque chose. Mais j'utilise aussi les sons de l'environnement. Lassina, tu as des expériences? Alors, déjà, moi, je peux dire les expériences que j'ai eues ou quand je travaille dans l'espace public, personnellement, je n'utilise pas de musique. Parce qu'il y a la question de à quel moment j'ai choisi cet espace pour m'exprimer. C'est qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'attire dans cet espace. Il y a ce questionnement d'abord. Et personnellement, c'est quand je fais des performances dans les espaces où j'ai choisi pour performer, je n'amène pas de la musique. Mais après, durant des résidences de création, il y a le temps de rencontre que je dis chaque fois aux artistes qui sont en résidence, il faut aller voir l'espace que tu as choisi. Il faut prendre vraiment le temps avant de travailler. Il faut étudier l'espace. Ça peut prendre 3 jours, même si tu veux, il faut prendre 1 semaine pour le faire, pour vraiment prendre conscience de tout ce qui existe dans l'espace. Parce que quand tu choisis, le moment que tu choisis un espace, ce n'est pas un hasard que j'ai choisi cette place parmi tant d'autres places pour venir m'exprimer. Donc, il y a le rapport avec ça dépend aussi, bon, comme nous, on invite généralement des gens à créer dans l'espace public, et ça dépend du choix de l'artiste, mais personnellement, moi, c'est rare que j'utilise la musique quand je suis dans les espaces. D'autres questions? Je crois il y a 6 mois, 1 an, on a eu la chance de rencontrer, parce qu'on l'a invitée, Nadia Vadoré-Gauthier, que vous connaissez, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'elle pose un acte poétique exceptionnel, hein, 1 danse par jour, 1 minute de danse par jour. Un film a été dédié, 1 minute de danse pour changer le monde.
Et elle me parlait beaucoup, Nadia, dans nos discussions après la rencontre avec le public, de ce jeu avec les limites qui ont à voir avec une transgression. Et comment elle était amenée, en fonction de ses interventions, à incorporer et à dealer justement cet espace, ce jeu avec les limites qui ont à voir avec la transgression, dans une manif, avec la police, dans des endroits où elle n'était pas du tout attendue. Et j'imagine que selon les espaces qu'on traverse, il y a quand même cette dimension de l'acte transgressif, l'acte poétique qui devient transgressif dans une société qui le met totalement à part, en fait, qui l'exclut presque. En tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que vous pourriez peut-être réagir à cette dimension-là du jeu avec les limites ? Après, même si je trouve que c'est évident, le corps du danseur au milieu du flux, il transgresse de fait. On parlait de la question de la féminité, mais c'est la féminité, c'est le masculin. J'ai l'air de dire comme ça que tout est facile. Mais c'est déjà poser un acte fort de représentation, en fait. Quand tu vas au sol, là, on parlait beaucoup de ce rapport de contact, d'inversion aussi des représentations. Donc, tu es dans une permanence de repousser des limites ou d'aller... Après c'est en fonction d'eux. Danser au milieu d'une manifestation, ça devient... c'est un rapport aussi à une histoire d'activisme. C'est le jeu d'un moment, et d'un moment où tu vas vraiment repousser et en tout cas imposer ce que tu as envie de raconter. Et effectivement, qui est aussi une autre couche que celle de se dire qu'on reste longtemps dans un endroit ou qu'on veut y rester. En fait, on peut se faire expulser assez rapidement. Je pense qu'on peut se faire expulser aussi facilement que ce qu'on peut rester longtemps. En fait, c'est une question de comment, de ce que disait Fouad, c'est un statement, c'est qu'est-ce que je veux faire là. Et ça c'est première question. Je vais dehors, c'est pas dedans dehors. C'est je suis chez quelqu'un, qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'y suis. Voilà. Et une fois que tu as ça, en fait, découlent les formes. Et c'est ce que je te disais, Fred, c'est qu'après, effectivement, les spectacles, on parlait sur les histoires de in situ hier, mais c'est partant de là, c'est quoi la réponse formelle. Et voilà. Et effectivement, elle peut être une revendication, se faire arrêter absolument, ou éviter absolument, disparaître. Enfin, il y a plein de rapports dans cette histoire de transgression. Ouais, moi, je pense que tu as tout dit. Plus ou moins, c'est la même chose, hein, je trouve, ouais. En fait, ça me rappelle d'un projet de 2013 avec un chorégraphe libanais d'Ananaos qui s'appelait Kairographie, la chorégraphie du Caire, Cairo, une Kairographie. Et c'était basé sur l'espace personnel, selon la ville et la société. Il n'y a pas d'espace personnel. On l'avait fait en Allemagne aussi, et en Allemagne, il y avait trop d'espace personnel. Mais au Caire, c'était un travail vidéo, il n'y avait pas de caméra discrète. On a construit un solo pour chaque danseur avec une ligne imaginaire de ton espace personnel et ensuite au studio. Et ensuite, on allait dans la rue et on adaptait au milieu de la foule. Et il y avait une action, par exemple, pour une fille au milieu d'une station de bus. Et en 2013, c'était hyper dangereux parce qu'il y avait beaucoup de dangers, d'agressions sexuelles. Donc, elle était
Elle a mis une robe très sexy et la proposition, c'était de demander à un gars au milieu de la foule, elle était seule, et de demander à un gars une cigarette. Déjà, c'est limite, c'est problématique. Et demander à un autre de l'allumer et elle fumait la cigarette au milieu de la foule. Et voilà, c'était tout. Voilà, donc quand on parle de faire ça à cet endroit, c'est une attitude suicidaire, quoi. Voilà. Mais à la fin, on était tous autour en train de filmer avec nos iPhones, mine de rien, et on était tous préparés à ce qui allait se passer. Mais en fait, c'était Zarbis ce qui s'est passé. Elle était au milieu de la foule, et il y a un cercle vide qui s'est fait. Et tout le monde la regardait, choqué. Et ils évitaient de la regarder aussi. Alors, il y a eu ce cercle de distance, et une frontière imaginaire à cause de cette action choquante qu'elle avait faite. Pour moi, c'était une affirmation, un statement très... C'est cette histoire de présence dont on parlait aussi... le fait de décider d'être là, effectivement, tu peux te laisser... moi, ça, je l'avais remarqué sur des solos qu'on filmait dans différentes villes, et on travaillait avec une danseuse qui commençait avec nous. C'était à Casablanca, sur un immense terrain vague. Et en fait, elle avait peu d'interaction avec l'espace, et les enfants l'ont envahi parce que, justement, il n'y avait pas cette position qui affirme a weird things, so weird that il y a une limite, une distance qui s'opère. Et Jean-Antoine, juste après, avait pris l'espace immense du terrain vague, et personne ne l'approchait, en fait, parce qu'il était trop fou. Il était trop entier dans sa proposition, il était trop intégré dans ce terrain vague, et tout ça crée l'espace du spectateur, de celui qui assiste à et voilà. Parce que je vois les images de ce moment-là, mais c'est vrai que affronter tu disais ça sur la transgression, mais affronter cette situation sans arrogance, sans violence, mais par contre dans la justesse d'être là, ça crée un espace, en fait. Hier, on parlait justement de situations comme ça qui mettaient en difficulté soit l'artiste, soit l'organisateur, parce qu'il y a aussi cette question-là, il y a la position de l'artiste, et c'est vrai que on accompagne aussi, bien sûr, les artistes dans leurs projets, mais il y a aussi parfois des contraintes, des limites, des prises de risques. Évidemment, on doit négocier en permanence. La négociation de l'artiste dans son temps de résidence et de création, elle se joue aussi au niveau des organisateurs, et justement d'essayer de faire bouger les lignes dans un contexte qui est en effet particulièrement tendu, l'espace public, en particulier aujourd'hui. Et c'est vrai que certaines démarches, on va dire qu'on va les encourager. On va aussi suivre avec curiosité les réactions des publics, mais on va aussi jouer d'une pédagogie quelque part par rapport à un public qui va probablement découvrir pour la première fois de la danse contemporaine. Et je pense qu'il y a aussi tout un travail, une prise en compte de ça. Je pense que les deux approches sont tout aussi intéressantes, et on en a, vous, comme les organisateurs, tout à fait conscience. En effet, je pense que la présence d'un geste chorégraphique dans l'espace public est déjà en soi un acte politique, et c'est toute une négociation permanente. D'autres questions ?
Oui, bonjour. Merci déjà pour le partage du croisement de vos expériences. Donc, je remarque en fait que vous avez un rapport à l'espace public bien différent, tous les trois. Y compris, on pourrait rajouter Nadia Vadori-Gauthier, dont a parlé Eric, qui est encore une autre manière d'investir l'espace. Moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir un petit peu plus, c'est au niveau de la source créative, de la créativité de votre projet. Est-ce que ce projet va naître de l'envie de s'inspirer d'un lieu, d'un site, d'une rencontre, ou bien c'est le site, la rencontre, qui peut être plutôt la source d'inspiration? Dans le sens, est-ce que vous allez créer une œuvre qui peut être produite dans différents lieux, ou bien elle sera réadaptée, réajustée, ou ce seront plutôt des temps ponctuels de danse qui viendront s'immerger dans un espace urbain ou un paysage? Comment est-ce que naît le projet? Chacun de vous, enfin, je sais que c'est très différent de ce que j'ai pu entendre dans... Voilà, merci. Ben, moi, c'est une question aussi que je me pose dans les jours à venir sur le travail qu'on est en train de développer, qui est plus des résidences de création sur place dans les espaces. Et après, est-ce que la pièce, l'espace, en général, moi, je laisse l'espace communiquer avec l'espace. Dans la formation avec les danseurs, c'est ça, je le dis, c'est pas venir, à un moment, c'est pas de venir danser dans l'espace, mais que l'espace te fasse danser, que c'est l'espace qui t'inspire. Et le moment que l'espace t'inspire, l'œuvre reste pour cet espace qui est unique partout dans le monde, que ça ne peut pas forcément bouger. Donc, l'idée de faire des résidences, de laisser les gens venir voir sur place plusieurs fois, des spectacles créés dans l'espace. Et voilà d'où vient pour moi l'idée d'inviter les gens à venir couramment regarder le spectacle dans cet espace. Après, par exemple, les résidences qu'on est en train de lancer en ce moment, c'est proposer à l'artiste de chercher des espaces. Tu vois que lui, il peut recréer chez lui, mais pas forcément recréer les mêmes espaces chez lui, mais comment il peut l'adapter dans le même contexte de chez lui. Par exemple, le village de Bankoumana, il y a des espaces que tu trouves dans le même, c'est l'Afrique, que tu trouves plus ou moins à Bobo-Dioulasso, ou que tu trouves au Bénin, ou que tu peux trouver jusqu'en Tanzanie. C'est pas directement les mêmes espaces, mais il y a des sensations qui sont similaires forcément partout. Les sensations et ces éléments que tu peux retrouver dans cet espace, ça ne peut pas être identique, mais que tu peux aussi retrouver dans d'autres endroits où ça te permet de refaire ta pièce et de l'adapter à ces espaces. Nous, c'est vrai que depuis longtemps, en fait, ce qui se passe dans la rue est la source d'inspiration. On ne cherche pas forcément une thématique, mais par contre, c'est vrai que là, on parlait de ces histoires de création permanente, mais c'est que plus en fait on fait de projets dans des contextes particuliers, en fait, c'est ces contextes qui font émerger soit des questions, elles ne sont pas forcément remis en jeu dans le moment de la création, dans ce moment présent, mais peut-être elles ont besoin d'être l'objet, en tout cas, ou le sujet d'une autre création, en fait. Et là, c'est vrai que ces 10 dernières années, on a énormément travaillé à l'étranger, dans des espaces complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de faire ici. Beaucoup moins dans les festivals, dans ces contextes un peu truqués de l'espace public, beaucoup plus dans des moments complètement incroyables, d'ailleurs des moments où on avait éliminé la question du public, ce qui simplifie le rapport à un espace particulier. Enfin, ça le simplifie, parce que le public est une vraie contrainte pour y aller, accéder ou avoir des autorisations. Et c'est vrai que du coup, tout ce travail-là, ça donne de plus en plus envie
En fait, finalement, on crée une sorte de répertoire d'expériences qui sont des sujets de création pas encore abordés, mais que l'invitation d'un programmateur ou le temps de répétition dans un lieu particulier qui n'est pas du tout prévu pour finalement être le lieu d'un spectacle. Tout ça interagit et nous fait cheminer finalement dans des processus de création qui sont où on suit en fait on suit la recherche plus que ce qu'on lui on parlait de ça hier, plus que ce qu'on établit un sujet vers lequel on va. Là, enfin, c'est ce qu'on disait depuis 2014. Hein. Moi, c'est plutôt comme ça qu'on chemine, avec cette envie d'être... alors, effectivement, par contre, ça demande une grosse transmission à des nouveaux danseurs, parce que l'expérience... la dernière création qu'on vient de faire, c'est la première création où on travaille avec Fouad, mais... parce que toute l'expérience qu'on avait sur Alexandrie, enfin, cette histoire qu'on ne partageait pas mais qu'on partageait, faisait que c'était hyper logique de travailler ensemble. Mais je ne sais pas si c'est clair, c'est pas très clair. Hein. Mais en tout cas ce que je veux dire, c'est que le lieu crée le sujet, mais déroute aussi et il y a une part d'inachevé qui est le processus, qui est le prochain sujet de création en fait. Voilà, c'est peut-être plus clair. Malheureusement, pardon, on va devoir terminer notre échange. Je suis désolé, on aurait bien aimé continuer. Je crois qu'on est contraint par le temps. On a encore une petite minute, donc je ne sais pas si on aura le temps de faire des réponses. Je voudrais profiter de ce petit temps pour remercier les organisateurs de cette rencontre, la ville de Belfort, la DRAC, Bourgogne-Franche-Comté. Je vais remercier également Ella Fatoumi et Éric Lamoureux, directeur du centre chorégraphique, Lucien Arinaud et Alice Péquignot. Et nous remercions également John Burnap, qui est à la traduction, qu'on peut applaudir, parce qu'en effet, nos échanges étaient bien animés. Et... Bravo John. Et je crois que cette rencontre se poursuit maintenant avec une pratique partagée pour les heureux présents. Et je vous remercie. Bonne continuation dans vos projets et j'espère que le temps long sera le nouvel axe de toutes nos politiques culturelles. À très bientôt. Merci à vous.